Check one, check two. Okay, kids, we're going to start. Interpreters ready? Ladies, ready to rock and roll? Let's see. We good? We ready? You guys can hear me good? Okay. Anybody need a headset? If you need a headset, si vous... Quelqu'un a besoin des portables? Os que necessitam um pouco de beleza porque está filmado, sou eu, mas tá bom. Ele também. Tá bom. Veja, a ideia para esse 2 horas temos até 4:30. É ele que controla. Obrigado, Connie. A ideia é de utilizar essas 2 horas não para falar sobre o que funciona, é para falar sobre o que precisamos fazer, o que podemos fazer. Para mim, é a discussão mais rica que podemos ter. C'est la discussion plus riche que nous pouvons avoir. Je ne veux pas vraiment lidérer cette réunion. Je veux qu'on se construise ensemble par rapport à l'idée de comment travailler. Não funciona. E o ano próximo, aonde vai ser? Quem sabe, a partir dele? Quem sabe que o COP... Tienes tradução? Inglês? Não, portunhol. Eu falar portunhol. I'm going to get shit here. No, portuñol. Because it's too messed up. So I'm going to have to speak in Bon, je vais parler en anglais, mais vous avez la traduction aussi vers le français. Alors, je parle en anglais et je dis que je voulais savoir s'il y a la possibilité de parler un tout petit peu de choses que la COP n'est pas faite. Il y a quelques idées qui sont déjà sur la table, comment pouvoir nous engager à la COP, mais je ne veux pas consacrer trop de temps à ça. Alors, on a quelques minutes, on pourrait réfléchir ou pas, mais on va essayer quand même, hein? Non? Alors, le reste des idées, c'est pour parler des services publics. Qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment nous axer sur ce type de résolution dans les crises climatiques? Quel type d'initiative devons-nous prendre? Comment nous le faisons? Comment on peut se structurer? Parce que l'idée, c'est de partir d'ici, mais connecter de façon numérique. Nous devons nous aider pour construire les campagnes avec l'aspect numérique. Nous allons nous connecter avec la base, évidemment, dépendant du pays de provenance, pour savoir comment renforcer nos campagnes. Mais pour moi,
Ce serait justement un sujet pour savoir quel est le type d'éléments que nous nécessitons pour prioriser dans notre coopération pour les 3 prochaines années. Est-ce que c'est suffisant ceci pour pouvoir commencer une conversation ou on a besoin de plus de contexte encore? Il y a un micro si quelqu'un veut parler. Rodrigo, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux partager tes plus profondes connaissances. Je crois que c'est très intéressant comment nous pouvons prendre ces discussions sur la justice climatique et la mettre en lien avec services publics. Et moi, je propose au moins 2 domaines, 2 aspects. Premièrement, une chose qu'on a déjà discuté un tout petit peu et qui concerne les services publics, non seulement vis-à-vis de l'impact qu'ils ont dans le changement climatique ou pas, mais comment les services publics sont un élément essentiel d'économie durable. C'est-à-dire une économie qui bouge d'un patron de consommation et d'extraction, il avance vers où? Parce que les économies ne sont pas toutes les mêmes. Elles ont différentes compositions. Alors je crois qu'il y a un horizon d'une économie durable où probablement le pourcentage de l'économie qui correspond aux services publics sera plus grande. C'est-à-dire on aura moins de iPhones et on aura des systèmes de santé plus grands, par exemple, ou bien un secteur de transport ou de logement plus développé. Alors je crois qu'il y a là un élément qui concerne cette vision de justice économique au-delà de la redistribution, plutôt une justice comme un autre type d'économie, plus focalisée sur les droits de l'homme et moins focalisée sur la consommation et l'extractivisme. Alors je propose un regard à ce niveau-là. Et l'autre élément qui me semble très intéressant de l'émergence ou l'urgence climatique, c'est que l'urgence climatique a vraiment entré avec force dans les sociétés du monde et on comprend ceci comme un défi qui a besoin de la coopération internationale. Tu demandes à n'importe qui personne dans le monde qu'est-ce qu'on fait avec l'urgence climatique et tout le monde va dire c'est un problème qui nous appartient à tous. C'est un problème pour tout le monde. Ça a ouvert alors le domaine pour la coopération internationale plus que dans d'autres domaines. Alors je crois qu'il y a un défi pour mettre un lien entre l'urgence climatique avec d'autres domaines qui requièrent la coopération internationale. Il me semble que le plus évident, c'est la justice des impôts, par exemple, fiscale, qu'on a discuté hier et ce matin. Si on parvient à ce que la société dise la justice fiscale a un lien avec l'urgence climatique, alors on va dire on a besoin de la coopération internationale. Mais je crois que le domaine de coopération internationale, de quoi devrait se traiter COP, c'est quelque chose qu'on peut imaginer et explorer au-delà. Je pense que perte et dommages, c'était quelque chose que l'on pensait n'allait pas entrer avec tellement de force dans l'agenda, mais aujourd'hui, le cadre du possible est en train de s'élargir. Alors, j'invite à regarder au-delà. Quels espaces de coopération internationale, quels sujets de coopération internationale on voudrait envisager pour un regard orienté vers le service public? Je savais que tu allais dire quelque chose de grande aide. Je le savais. J'espère que tu vas aussi nous dire quelque chose qui va nous aider. Bon, ce serait très bien d'être assis différemment, mais bon, c'est où nous sommes et je suis ici parce que je suis en train de modérer. Et parce que ces chaises sont beaucoup plus confortables. Alors, j'inviterai d'autres personnes à s'asseoir ici avec moi. C'est beaucoup plus confortable. Si quelqu'un veut venir, je ne mords pas, alors vous pouvez venir. Si quelqu'un a des problèmes au dos, vous pouvez venir ici.
David B. Alors, on va se donner quelques secondes pour nous asseoir ici. Je crois qu'on doit aider à élucider le thème du service public, la justice et d'autres aspects. Et il faut penser à ce travail qui semblait impossible avant. Un travail qui, aujourd'hui, il est possible et qui, hier, c'était presque impossible. Aujourd'hui, nous voyons la dette globale qui va vers le reste de la planète. C'est une dette globale qui va continuer en avant avec le sujet du changement climatique. Et ça va augmenter avec le Fonds international en prêtant de l'argent, avec la dette globale, avec plus de dettes. C'est une grande contradiction, clairement. Je crois que ça devrait être le catalyseur de plusieurs aspects. C'est la base pour un fondement beaucoup plus important. C'est la semence de l'idée que l'on a considéré tellement pendant quelques années. La dette au sud globale est quelque chose que les pays ne peuvent pas payer. Alors on impose l'austérité, les services publics, et chaque fois qu'il y a une dette de crise, il y a des pays qui sont expulsés une fois et une autre. Alors là, on pourrait avoir des pays inclus qui tout simplement donnent les politiques d'austérité et du FMI. Alors, en raison de ça, il y a des recoupes dans les dépenses. Combien de temps on pourrait tarder avec ceci? Combien de temps va passer jusqu'à ce qu'on puisse arriver au point où la coopération de tous les pays et du Sud global puisse nous dire pourquoi on suspend le paiement de la dette jusqu'à ce que le Nord global paie? Le Nord global qui a autant de dettes que le Nord. Qu'est-ce qui se passe avec la dette? Simplement, si simplement, si nous réunissons tout le monde, nous allons dire non, on ne va pas payer tant qu'on ne soit pas payé. Et s'ils font ça, nous allons pouvoir casser tous les systèmes. Nous allons casser l'architecture avec les agences qui nous font gérer ces choses d'une façon différente. Il me semble de toute façon que nous changeons la dynamique entre la thèse de la dette qui a été utilisée et chaque catalyseur de la dépense publique. Il est fondamental, évidemment, et basé sur un état beaucoup plus important de tout ce qui concerne le Nord global. Je crois que l'espace climatique, c'est un espace très important pour pouvoir avancer sur ce débat. Je suis vraiment optimiste. Et j'aime beaucoup donc parler sur ces choses, mais on peut arriver à un point. Nous allons arriver à un point où ce sud global, donc ne va pas pouvoir agir, même mentionné très unis. C'est une dette globale qui menace. Qui pense que c'est une bonne idée, cette menace de la dette du sud global? Ici, à qui on pourrait mettre au premier lieu la Colombie, dans la partie progressiste de l'Amérique latine, les différents pays qui observent aussi une partie des politiques de la dette qui est là, c'est-à-dire l'Union africaine des ministres, d'une façon ou d'une autre, avec les autres conventions, gèrent et ont la capacité d'intégrer des ministres en Afrique pour avoir vraiment des propositions réelles et aussi ils doivent faire toutes les démarches pour faire face aux menaces dans de différents pays.
Je crois que c'est une très bonne idée, oui. Je viens de la Palestine, mais moi j'ai une question par rapport à comment nous pouvons être connectés avec les actions du Nord global. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le Nord global pour pouvoir alimenter cette, cette situation? Ça, c'est un sujet mondial, le non-paiement de la dette. Ce n'est pas donc le Sud global qui supporte le Nord global, doit trouver des institutions financières qui puissent effectivement voir les développements qui existent au Sud. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse informer aussi. Je vais essayer de prendre une note moi-même. Je suis tout à fait d'accord, mais on a besoin de nous présenter. Je suis David. Je suis Claudio Sousa. Et je crois que le problème avec lequel je suis d'accord est de pouvoir refuser la dette pour la plupart des pays qui sont là et qui ont besoin que ce système continue à fonctionner pour pouvoir avancer. Au moment de prêter de l'argent, les économies vont collapser. Mais je voudrais faire un commentaire de ce qu'a dit Rodrigo et que David a repris. En fait, cette convergence qui a eu lieu aujourd'hui a lieu dans nos mouvements sociaux, des groupes sociaux. Elle ne passe pas par les Nations Unies. Et c'est une situation de plus en plus multilatérale. Ce sont des choses qui se voient au niveau des États qui votent aux Nations Unies. Et sûrement, ils savent que pendant les 15 dernières années, il y a un positionnement des pays du Sud qu'au niveau systématique, ont été la base avec les pays du Nord pour les débats qui ont duré jusqu'à 3 heures du matin pendant la COP et pendant les autres 24 heures, simplement pour avoir une communication plus douce. Et on voit les idées pour augmenter la participation de la convergence, c'est-à-dire cette conférence, c'est une bonne épreuve. Il s'agit de voir l'énergie qui doit exister pour pouvoir créer la base de pouvoir avoir un feedback. Je voudrais partager avec vous l'idée qui vient des mouvements de justice sociale qui partagent la diversité et il y a plusieurs besoins pour pouvoir créer les unions entre le climat et les autres urgences de l'environnement. Bon, il faut arrêter ces changements climatiques. Aujourd'hui, nous allons continuer à être dans une situation de collapse à cause du cadre de l'analyse des limites planétaires. On peut changer simplement 1 sur 9 et la biodiversité qui va au-delà des risques et des limites qui nous font considérer l'intégrité et la biodiversité, mais aussi prendre en compte l'extension. Nous avons 5 sur 9 idées et chacune a du rapport à cette réaction en chaîne qui a du rapport avec la biodiversité, les changements climatiques. Et avec la biodiversité, il faut tout ramener jusqu'au point de la disparition. On ne parle pas du climat, on parle de l'écologie, de l'environnement, de ce que vous voulez, parce que les mesures que nous allons prendre en compte ne vont jamais être suffisantes. Et ça, c'est quelque chose qui provoque vraiment une dépression.
Et je voudrais aussi parler sur l'idée de la biodiversité parce que la biodiversité, comme je l'ai déjà dit auparavant, est simplement à cause du besoin d'avoir de lithium et de cobalt. Le Chili est un grand exemple. Nous avons 80% de lithium au monde. Rappelez que l'extraction massive que nous allons avoir besoin là-bas, c'est dans la transition énergétique du Nord. Et tout ça donc s'élargit au nord de la consommation d'énergie, justement parce qu'ils utilisent des énergies renouvelables pour pouvoir continuer avec les minéraux qui sont nécessaires. Mais c'est donc, on dit que le nord global est responsable de 72% des ressources de ces qui est responsable de ces 70%. Et ça veut dire que pas simplement le Nord est responsable de ces pourcentages. Il y a donc une grande destruction de l'écosystème. Il s'agit de couper des ressources de différentes façons. Lorsque dans nos pays, nous n'avons pas un indice de survie à cause du lithium ou du cobalt, même je pense que ça peut être appliqué pour l'agriculture avec un produit spécifique, de telle sorte que nos gouvernements puissent passer au sud et voir quel type d'extraction nous avons. Chaque année, on va devoir réduire énormément et chaque fois qu'on s'approche donc à ces plafonds, nous devrions analyser ce qui se passe dans chaque cas. Il y a des fonds qui n'ont pas de rapport avec les impôts, avec les ressources immédiates qui peuvent être émis au niveau municipal, régional et global. Tout ça concerne beaucoup d'aspects comme les dommages et les préjudices. Et là, nous avons des différents acteurs donc, qui ont besoin de ça. Le Mexique, après la guerre d'Ukraine, les corporations mondiales ont essayé donc d'extraire le lithium. Et de cette façon, ils ont commencé à travailler avec beaucoup de personnes de l'environnement. Les journaux ne couvraient pas ces nouvelles. Et le président, dans une action présidentielle, a coupé l'aide au Mexique. Et ils ont interdit l'extraction du lithium. Et ça peut donc marquer donc la trace souveraine du pays. Et le gouvernement mexicain ne coupe pas simplement, mais nous devons avoir une nouvelle idée sur ce que nous allons faire et savoir comment nous pouvons arriver à cette situation. Parce que la mise en place des changements climatiques, et nous pouvons considérer une nouvelle négociation pour avoir des objectifs financiers. Mais ça arrive aussi à cause de bonus. Mais la question est comment nous allons présenter de nouvelles idées. Je crois que cet agenda, cette recherche ramène un point qui est clé. Nous ne sommes pas basés sur les minéraux simplement. Il s'agit de voir comment nous allons aussi élargir l'agriculture. Nous devons donc savoir comment nous produisons donc au sud. Et tout ça peut nous donner plusieurs des bases en termes de commercialiser des différents produits. Pourquoi? Parce que chaque secteur peut donc se transformer. Il s'agit de voir des choses différentes et des nouveautés. Je suis Rodrigo Guerrero d'Espace Public. Moi, je m'intégrais hier à la conférence. Merci à tous les conférenciers et les organisatrices. Merci beaucoup. Ça a été très riche de vous entendre. Et je crois qu'au moins essayer de partager deux réflexions. La première concerne plutôt ce débat constant qui a été donné entre ce qui est public, le public qui appartient à l'État, le public qui appartient à la communauté. Aujourd'hui, c'est du Chili, de la Colombie, des différents pays de l'Amérique latine que nous essayons de donner
un nouveau élan. Après plusieurs années de l'accord d'Escazú, c'est une instance très importante pour renforcer la participation, pour surmonter tout d'abord l'instance de participation dans le contexte de l'évaluation des projets concrets au niveau territorial. Et ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours en attente, mais nous devons profiter de ce type de débat pour penser au-delà, la participation au-delà des projets concrets extractivistes. Bon, je parle vite. Alors, je crois que Escazú, c'est un instrument fondamental, mais aussi une conjoncture que peut nous faire repenser ce qui est public, dans le sens de pouvoir tirer la participation de projets concrets de développement pour pouvoir penser des projets de développement territorial. Et quelque chose qui nous manque ici au Chili, et je suis sûre que différents pays du Sud, mais aussi du monde en général, je crois que c'est une bonne instance, une bonne invitation pour pouvoir nous approprier de ce type de débats qui aujourd'hui sont vécus tous les jours. Au mois d'avril, nous avons donc le sommet extraordinaire d'Escazú, et c'est une bonne occasion pour présenter ce type de sujet encore une fois. Alors voilà, j'insiste, je viens de m'intégrer à cette réunion, mais je crois que le lithium est un très bon exemple de toutes les difficultés que nous ramène cette transition. Tout d'abord, à cause des disputes, les appropriations des concepts de transition juste, ce qui implique, parce que justement, comme ça a été dit, une chose est la transition au niveau mondial, la réduction d'émissions de carbone, mais qu'est-ce qui se passe dans le territoire? Et dans ce sens, nous avons la différence de la transition juste au niveau mondial, au niveau du Sud global, mais aussi au niveau des localités et de la métropole. Et dans ce sens, les différentes mesures de transition énergétique au Chili, l'électromobilité, que bien sûr est très important, et tout ça on le voit dans les grandes villes, mais contre les projets qui ont les petits territoires, par exemple les salaires, c'est de là où on extrait le lithium. Il faut penser au défi de la transition et comment les dynamiques extractivistes des mines dures deviennent la mine de l'eau, par exemple, comment nous pouvons penser les écosystèmes. Et dans ce sens, pour polémiser un tout petit peu, comment nous pouvons casser cette idée romantique d'avoir les pratiques de l'État, qu'au Chili, la minerie a été complètement dévastatrice dans les territoires, mais aussi le rôle des communautés. Plusieurs fois, les communautés, surtout dans le contexte libéral 2022, plusieurs communautés sont très cassées, et la participation à travers la cooptation de ressources avec les entreprises privées ne garantit pas, dans quelques occasions, pas toujours, mais ne garantit pas que les écosystèmes puissent être conservés. Et ça, c'est le rôle de la science, des centres d'études, comme l'espace public et d'autres organisations ou ONG qui sont ici présentes. Et on peut contribuer peut-être avec les communautés, mais aussi en mettant des limites, parce que justement aujourd'hui, une partie des grands débats concerne ces limites. Dans ce sens, les négociations des différentes instances multilatérales qui doivent mettre des limites justement et passer directement contre les dogmes économiques que nous savons que est celui qui règne. Et comment à partir de là nous pouvons faire des projets faisables au niveau économique, au niveau de l'État, au niveau des communautés locales. Et ça, c'est important de continuer donc à regarder cette partie publique à partir donc de l'accord d'Escazú et comment nous pouvons repenser et réfléchir pour faire face à cette crise climatique. Merci beaucoup. Oui, je crois que le boycott continue à être l'un des moyens les plus puissants à travers lesquels on peut envoyer un message extrêmement important à travers le changement climatique, les droits de l'homme, etc. David a parlé un peu du boycott, de la gouvernance, les pays, les dettes et les différents chiffres, les différents nombres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre qualité de personne, nous en tant qu'individus? Je crois que le boycott, avec un chiffre collectif solide, peut vraiment envoyer un message très puissant. À un moment donné, on a eu un incident complètement difficile. On n'a jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait se passer à la corporation multinationale, où effectivement il y avait un appel pour faire un boycott de tous les produits, bon, non seulement dans mon pays, mais à niveau global. Et ça faisait partie du sens d'isolement national
que produit, par exemple, la formule de lait maternel. UNICEF a été même capable de s'unir à ceci de façon rapide et silencieuse parce que certainement ils avaient reçu aussi des fonds globaux. Alors on a été capable Je suis en train de penser maintenant aux questions qu'on s'est posées ici aujourd'hui parce que en tant qu'individu, nous avons les chiffres, nous avons les contacts et ça ne devrait pas être si difficile de faire quelque chose. Un par un, nous-mêmes, nos amis, notre famille, nos communautés, on peut le faire sans retentissement parce qu'il n'y a pas de grève. On leur demande tout simplement d'être prêts, d'être organisés pour pouvoir aborder n'importe quelle conséquence de toute action. Mais ce sujet du boycott, je crois que on pourrait montrer aussi l'exemple de Philippines avec l'achat online. On va à Amazon tout simplement et eux, ils ont oublié quelque chose d'extrêmement important. Quelqu'un qui aurait dû avoir un rôle protagonique différent. On peut le faire avec toute plateforme de commerce en ligne. Et ils ont fait que les personnes qui approuvaient toutes ces choses soient en contact avec eux. Si on pourrait faire la même chose avec Coca-Cola ou l'un des polluants à niveau global les plus importants. Hier, j'ai bu un Coca quand même, mais je suis d'accord pour penser qu'on devrait reformuler cette idée de pouvoir envoyer des messages partout dans le monde. Ce serait efficace, je pense. Alors que le boycott, oui, on a été capable dans ce mouvement pendant les années d'étudiants et on a pu faire des boycotts. Pour la reconnaissance du travail, par exemple. Alors je crois que dans tous ces aspects, notre communauté peut aussi faire des choses très puissantes pour pouvoir traiter le changement climatique. Quel est votre nom et d'où vous êtes, René Bayad Asbein? C'est une association pour l'éducation adulte. Ok, merci. Bon, brièvement, je voulais dire quelque chose. Je suis Luciana et il me semble que nous sommes dans un moment clé où il y a quelques propositions qui sont un peu complexes pour quelques organisations. Parce que, par exemple, la proposition qui circule par rapport à comment faire le lien entre la dette externe avec l'aide climatique, qui fait le lien avec les projets et les transitions énergétiques. Dans le reste de l'Amérique latine, il y a une campagne très grande qui est celle qui a été à la tête de Jubileo Sur. C'est nous ne devons pas, nous ne payons pas et nous sommes des créanciers écologiques historiques. Alors, ça implique aussi quelquefois les propositions que nous avons qui peuvent servir pour le Nord global, mais quelquefois, il faut chercher les façons de pouvoir dialoguer avec d'autres organisations qui travaillent ces sujets-là. Parce que, par exemple, en Argentine, on a commencé à écouter cette proposition et toutes les organisations de secteur de gauche jusqu'aux organismes de droits de l'homme disaient non-paiement de la dette externe. Parce que accepter une transaction, c'est accepter que la dette existe et c'est une dette que l'on doit. Alors, pour prendre en compte aussi des considérations de ces propositions qui peuvent servir dans quelques latitudes, mais pas dans les pays qui ont été endettés historiquement, y compris le Mexique. C'est un sujet à débattre, en tout cas, je sais bien. Et il y a un autre sujet qui concerne l'extractivisme et le lithium. On le discutait dans l'atelier d'énergie qu'il y a eu hier après-midi. Et c'est penser comment on fait le lien entre les instruments internationaux
en termes légaux, les traités de libre-échange, les traités d'investissement, qui sont configurés pour attacher les pays pour qu'ils ne puissent pas s'approprier du lithium, surgissent dans une transition énergétique. Quand on voit l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, et on parlait de cette phrase qui dit vache par automobile, ça a du sens. Ces traités, ce qu'ils font, c'est approfondir l'extractivisme des pays du Sud. En Amérique latine, c'est très clair. Je ne dis pas qu'ils ont créé l'extractivisme, mais ils approfondissent l'extractivisme parce qu'ils laissent les États avec les mains serrées pour agir dans tout ce qu'on a discuté, et l'État garantit avec sécurité juridique l'extraction du lithium. Mais l'accord entre le Chili et l'Union européenne, dans le nouveau chapitre, le chapitre sur énergie et matières premières, dit clairement et de façon très explicite que le Chili ne peut pas avoir des politiques de prix ni des politiques de limitation aux exportations, qu'il doit collaborer avec l'Union européenne dans le progrès vers l'hydrogène vert. Et ça apparaît dans le chapitre, ce n'est pas une spéculation, ce sont 16 pages de restreinte à la politique publique dans la transition énergétique pour le Chili. Alors le Chili sera fournisseur de lithium pour que la transition énergétique soit au nord, et ils nous vendent après les voitures terminées qui ne seront pas fabriquées dans la région. Parce que Brésil et Argentine, avec l'accord Mercosur de l'Union européenne, seront obligés à libéraliser en 15 ans le secteur automobile. Alors, ça revient à être une matrice coloniale. Que quand on incorpore l'analyse du lithium, on peut comprendre que ces traités génèrent ce cadre de limites, de restrictions pour les États dans la politique publique qui puisse générer une transition énergétique ouverte, solidaire et participative et démocratique. Hola, Rodolfo. Rodolfo de Latindat. En continuant avec ce que disait Luciana, je pense qu'il y a des sujets qu'il faut voir avec détention et qui sont polémiques peut-être. Quand on parle de transactions de dette par climat ou par nature, il y a beaucoup de différences d'avis, d'opinion, parce qu'il y a cette position qui dit qu'il y a une dette historique que nous devons payer et accepter alors une transaction, c'est comme le valider. Mais il y a aussi l'autre côté. Il y a quelques initiatives initiales de gouvernement comme ceux de la Colombie qui pensent déjà un peu à ça. La question serait pour nous si on va s'unir à ce type de mouvement. Que se passe-t-il s'il y a d'autres pays qui sont dans l'Amazonie, comme le Pérou, la Colombie, comme le Brésil, s'ils s'unissent à ce type d'initiative de transactions de dette pour protéger l'Amazonie? On va rester dehors? On va s'unir? Il faut se poser la question, je pense. Et en plus, parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement vulnérables au changement climatique, les pays des Caraïbes qui font justement ce type d'opération. Ce sont justement des bonus par d'autres bonus. Je ne pense pas que ça va solutionner le sujet climatique, mais ils avancent quand même dans certains types de négociations. Alors je pense qu'il faut prendre en considération tous ces éléments pour voir quelle serait notre position à ce propos. Bonjour, je suis Maria Pasaedo du Centre d'analyse socio-environnementale du Chili et je voudrais mettre cette conversation sur l'instrument de financement dans le contexte du pied forcé de la croissance économique sur la base de nos conversations. Et peut-être cette conversation peut être un peu trop profonde par rapport à l'urgence d'adopter quelques décisions, mais il me semble que ne pas aborder l'obligation de croissance économique comme un objectif partagé des pays nous oblige à accepter par pragmatisme des solutions qui ont un problème ontologique, un problème à la base de leur définition. Et c'est la possibilité de résoudre par la voie du marché des questions qui concernent comment on va être en rapport avec nos territoires d'ici à long terme et pas maintenant à court terme. Alors, je voudrais mettre comme exemple de ce conflit épistémologique ce qui est passé quand on est allé à Magallanes pour parler avec la communauté Cahuéscar. Et une personne nous a dit clairement que le problème de l'hydrogène vert n'était pas un problème mécanique, c'était un problème spirituel. La définition qu'il a donnée a été « Vous ne pouvez pas rompre la molécule de l'eau.
Parce que là, il y a un Nien. Un Nien, c'est un esprit à l'intérieur de la communauté Kawascar. On a eu ici des invités des peuples autochtones pour parler de ça. Et d'habitude, on ne parle pas parce qu'on suppose que c'est trop loin, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer, parce qu'au moment d'être sérieux, il faut regarder des instruments. Alors cette conversation est apparue au Paraguay aussi. La communauté Guarani réclamait que les compensations étaient insuffisantes parce qu'on ne peut pas évaluer le dommage de barrage Itaipu. Ça n'a pas de prix le déplacement, ça n'a pas de prix la vie de quelqu'un. Si on ne met pas la question de la croissance au centre de la justice, toutes les solutions penseront qu'il faut générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Peut-être ça a un sens que c'est un bonus ou un autre, une compensation ou une autre, parce que dans la scène internationale, on ne peut pas toucher ce problème de fond. Irene Vélez a fait ça, a essayé de faire ça en Colombie, et maintenant, on dit qu'est-ce que fait une philosophe en parlant d'économie. Le problème de la justice climatique, c'est aussi de la justice épistémologique. Il y a la perception de ce que nous comprenons par terre, par nature, ce que nous comprenons par peuple, qui peut discuter par-dessous l'urgence de solutions pragmatiques, de respecter l'accord de Paris et de l'urgence qu'il y a pour faire la décarbonisation. Et ma perception est que dans la mesure où on continue dans cette urgence, on ne va pas voir la forêt complète. Je voudrais voir qu'à un point, on a une certaine connexion d'agenda pour dire oui, il est possible qu'il faudra chercher des solutions pragmatiques dans des territoires affectés immédiatement, mais au fond, nous devons ouvrir la conversation pour que au moment d'avoir des objectifs de croissance économique, ceci va continuer à être comme ça parce que la croissance économique impose une demande d'énergie et de matériaux que la planète ne résiste pas. Et cette dette impayable, ce sont nos peuples qui la payent avec leur vie. Gracias. Merci, je suis Cesare Ottolini, coordinateur de l'Alliance internationale d'habitants, qui est un réseau global des mouvements sociaux pour le droit au logement. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes lorsque on dit que pour la justice sociale, économique et climatique, par exemple, nous parlons de bonus ou nous parlons d'un type d'échange de dettes. Moi, j'ai des doutes parce que normalement, ce type d'échange de dettes, pour la dette climatique et pour la dette que le pays veut payer, ce n'est pas en faveur du peuple, mais en faveur de corporations ou pour payer la dette qui est noire. Nous ne savons pas où se trouvent les trous finalement, mais où va arriver l'argent, nous ne savons pas. Je crois qu'il vaut mieux d'enraciner nos batailles. Nous essayons de focaliser notre avenir public. Pourquoi ne pas penser et nous ne mobilisons pas pour un échange de dettes juste? Tu payes ta dette sociale, ton gouvernement. Je donne pas des adjectifs au gouvernement. Tu payes, donc il y a un manque de services sociaux, de santé, de transport, de tout. C'est une dette immense. Tu as une dette que tu as engagée avec d'autres pays, avec les fonds, etc., etc. Mais la conditionnalité que nous mettons, qu'on devrait mettre, c'est paye la dette. Mais il faut financer politique de services publics. C'est ce qu'on ça devrait être. Nous avons vécu une petite expérience en Nairobi il y a quelques années, une grande campagne zéro donc de logement, hein. Mais les gens ne peuvent pas rester pendant des années en vivant donc dans ce type de conditions. Et nous avons pu avoir une petite expérience, 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, le total de la dette bilatérale entre le Kenya et l'Italie, 40 millions, 15% pour améliorer un quartier populaire, un tout petit peu, hein, mais ça pourrait être comme d'autres choses qui ont été faites avec le Pérou, ce type d'échange de dettes qui est beaucoup plus convaincant que d'autres. On a débattu on peut débattre sur ces points. Merci.
Merci beaucoup. Je suis Christina de Kenya. Je voudrais mettre l'accent sur les besoins de pouvoir attirer les communautés dans ce type de débat. Aujourd'hui, lorsque nous comprenons ce que ça veut dire le changement climatique, on comprend l'impact de ces aspects pour pouvoir parler des différentes éducations. Moi, j'ai l'idée de donner un exemple des communautés à Kenya où nous avons un impact qui se sent au niveau des communautés. Nous avons ces communautés d'élevage et nous devons continuer à avancer sur ces politiques. Les niveaux de dette, nous avons besoin de données pour savoir comment ça touche au niveau du mastic, comment ça me touche avec ma génération, comment ma génération va se placer, qu'est-ce qui va se passer. Les premières personnes qui luttaient pour les réserves d'eau, pour résoudre ce type de situation dans des endroits importants, si on se met ici ensemble à débattre, il s'agit de voir comment nous pouvons reprendre ce qui a été laissé de côté, comment nous pouvons arriver aux communautés, au centre de cette mise en place, parce que nous ne pouvons pas donc atteindre nos objectifs si la communauté ne se trouve pas au centre de ce débat. Merci beaucoup. Je suis Antonia, je suis avec Éducation internationale, qui est la Fédération mondiale des travailleurs. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un ici qui travaille avec carburant fossile ou dérivés. Moi, je demande parce qu'une partie de nos membres ont eu comme suggestion, pas pour travailler sur des climats, mais sur la crise climatique et aussi dans le contexte des services publics. Et ces manques d'alternatives que n'importe quelle situation sociale ou publique se trouve, nous devons beaucoup d'argent en termes donc, de combustibles fossiles, beaucoup plus qu'une éducation. Et je suis sûre qu'il y a des comparaisons importantes pour les présenter aux services publics. Alors, pour pouvoir vous entendre, je voudrais savoir comment nous pouvons suivre les autres. Il ne s'agit pas de rentrer dans les bifs de la crise, mais ce que nous voudrions essayer en tant que service public est de pouvoir continuer à avancer. Bonjour, je suis Delphine Dossi et je travaille pour les initiatives d'éducation appropriées. Peut-être avec mon collègue qui est là de Kenya, je vais te donner la parole, mais nous avons parlé cette semaine sur ce que nous voudrions dire, qu'est-ce que ça veut dire public. Ça, c'est le sujet des communautés qui sont publiques aussi. Nous avons pensé à la partie publique, mais les États ne défendent pas le public. Et ils veulent donc voter pour la privatisation et ne définissent pas tous les sujets qui nous font penser au changement climatique. Au départ, nous avons parlé de la COP parce que nous ne voulons rien changer. Ils disent qu'ils n'ont rien à parler. Moi, je me demande comment nous pouvons reconsidérer ce que ça veut dire le public. Et le public, ce n'est pas simplement les États. C'est-à-dire, moi, je travaille pour les droits de l'éducation. Et les sujets des États aussi, comme des applications pour mettre en place l'éducation. Moi, j'ai beaucoup de questions. Quand je viens aux États-Unis, nous ne définissons pas les droits de l'homme, tout ce que nous faisons dans les secteurs privés. Moi, je me demande si on pourrait voir tout ceci. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire notre avenir public? Et nous, en tant que communauté, pas simplement au niveau des communautés, mais aussi au niveau local. Et voir si nous pouvons changer la politique. Moi, je crois que ça serait vraiment important pour pouvoir construire et changer la politique en prenant en compte l'avenir public. C'est une question, je n'attends pas la réponse, mais moi je voudrais donc qu'on parle en détail sur ce point. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Miren, yo soy Luis Izarra Delgado. Alors, je suis Luis Pizarra Delgado, je suis le secrétaire général
de la Fédération nationale des travailleurs d'eau potable du Pérou. Et moi, j'interviens en soulignant l'intervention qui a été faite par la collègue de Kenya, en demandant que dans ces débats, on devrait avoir l'intervention directe des communautés. Et pas simplement l'intervention des communautés, mais aussi des syndicats, parce que les personnes qui se mobilisent et qui sont dans la rue, nous sommes les organisations des syndicats plusieurs fois. Et je vois beaucoup d'activistes qui ont des idées parfaites, de très belles idées, mais que plusieurs fois restent là. Par exemple, au Pérou, moi je voudrais vous raconter brièvement que nous luttons pour que les gouvernements puissent ratifier l'accord d'Escazú. Mais la première chose, et le premier qui sont en désaccord, ce sont donc les collègues de l'Amazonie. Ils ne le veulent pas valider l'accord d'Escazú lorsque vraiment c'est à eux. On lutte contre la coupe des arbres, etc. Alors, je crois qu'il est fondamental que pas simplement soit un accord qui soit bien à l'auteur, mais qu'il soit un accord des bases, à partir des organisations pour pouvoir faire face à tout un système, à tout un modèle économique néolibéral. On a dit qu'il y a une crise climatique, qu'il y a une crise morale, qu'il y a une crise financière. Et nous sommes face à un chaos. Et je crois qu'il est fondamental, comme l'a dit David Goyes, le peuple uni ne sera jamais vaincu, mais nous devons nous unir sur la base des propositions qui soient réelles, sincères, honnêtes, et où on puisse avoir la participation des peuples, la participation des organisations. Merci beaucoup. Désolé d'être si honnête. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait continuer avec la conversation qu'on avait. J'essaie de penser un tout petit peu que ce que vous voulez dire avec les services publics de changement climatique et tout ce qui est donc la ventilation environnementale. On a parlé pendant ces 2 jours dans le sens de comment les services publics jouent un rôle important est essentiel pour répondre à ces rôles. Si on parle d'un système alimentaire, comment nous pouvons faire de telle sorte qu'il soit durable? Comment nous pouvons traduire les émissions des gaz à effet de serre comment nous pouvons être dans les centres des systèmes économiques pour pouvoir avoir ces services publics? Et avoir donc ces soins verts, c'est-à-dire voir quel est le rôle du service public, quelle est la voie publique, si on essaye de diviser, comment nous pouvons donc avoir des bases de politiques spécifiques dans chaque secteur que nous avons analysé. Il faut aussi analyser cette partie, n'importe quelle instance financière. Je crois que les différents départements peuvent utiliser ceci comme quelque chose de clé en voyant quelle est la transition, en essayant de voir que les choses sont beaucoup plus de ce qu'on voit. Je suis de Tel Aviv Éducation de réseau avec des différentes collaborations et nous travaillons sur les politiques publiques, l'éducation et les réformes. Un collègue à moi m'a demandé sur les communautés, ça c'est le centre du débat. Qu'est-ce qui se passe? Même si nous parlons sur l'environnement, si nous parlons sur le climat, nous continuons à parler sur les gens qui sont touchés par ces réponses rapides et au niveau des communautés à cause de différentes exclusions. Une des choses que nous devons faire, et il est temps de le faire en Philippines par exemple, c'est le travail pour un tourisme durable en incluant la communauté existante dans le processus ou en faisant un plan de tourisme plus protégé, en protégeant bien sûr l'environnement dont nous travaillons. Et nous savons que nous avons cette réalité et nous voulons toujours commencer à avoir ce réseau d'appui. Mais ici, vraiment, ce qui est utile, c'est que nous pouvons observer et que si nous voulons mettre la communauté dans ces débats, dans le monde entier,
nous allons devoir donner des solutions durables. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous ne pouvons pas nous échapper de ces coupes parce que ça, c'est la responsabilité des différentes alternatives. Mais il faut voir quelles sont les capacités que nous avons. Et dans une autre industrie, il ne soit pas d'extraction. Et une autre chose importante que nous devons voir est comment dire, OK, c'est un sujet d'énergie renouvelable. Oui, c'est sûr, mais au-delà de tout ça, nous cherchons les profils des entreprises dans les domaines d'énergie renouvelable parce que ça fait partie des énergies renouvelables qui travaillent avec des sujets aussi délicats. Nous allons voir. Tout d'abord, si nous avons l'importance de tout ce qui arrive, je suis Wana et je suis membre. Moi, j'aimerais voir la partie critique de l'adaptation et le financement public des services publics qui ont été nécessaires aussi pour pouvoir renforcer la capacité des communautés mondiales et d'infrastructures, surtout dans ce qui est l'adaptation du changement climatique. Il ne s'agit pas simplement des énergies renouvelables, ça peut aussi signifier qu'une partie, dans quelques cas, de ce que nous avons réalisé pour voir les communautés locales. Moi, je me souviens qu'hier, nous avons parlé de la partie financière. Et du gouvernement qui donne ou fournit une liberté d'impôt quand ils utilisent des technologies vertes. Différentes économies aussi et différents types de solutions qui sont favorables avec ou dans différents secteurs. Quoi que l'on considère tous ces cas, les communautés nous disent que les différentes approches ne vont pas dépenser cet argent pour donner des services sociaux. Et avec l'impact de ce changement climatique, ça peut leur faire perdre l'argent qu'ils ont essayé d'avoir jusqu'à présent. Alors vraiment, c'est très bon pour les communautés et c'est très positif aussi parce qu'il y a un caractère renouvelable avec tout type d'impact. C'est la réalité de ce que nous pouvons faire. Et puis, il y aurait aussi le thème des subventions. C'est un peu la même chose. Nous cherchons des subventions du gouvernement, des banques privées en Thaïlande. On voit aussi que nous donne le gouvernement comme prêt ou comme bonus, subventions d'industrie où on a vu qu'il y a des communautés différentes. Alors, pour pouvoir agir avec ces services non seulement renouvelables, parce que pour pouvoir investir sur le renouvelable, il doit avoir de l'argent dans une partie du pays. Ce n'est pas de l'argent qui soit dans un budget national, non. Il faudrait voir où se trouve l'argent. Nous devons débloquer tout ce que nous pouvons faire. C'est la base de ce qui peut être possible dans l'avenir. OK, merci beaucoup. Mais il y a deux questions. Le coût de la dette globale. Dans le sous-global, il y a des pays qui diront qu'ils ne vont pas payer une dette avant que le nord global le fasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de payer les dettes, on va investir cet argent dans des droits de l'homme et le développement avec la probabilité de qu'on va entrer dans une charte d'engagement, de que les gouvernements progressifs puissent le faire, parce que ce sont des gouvernements progressifs qui vont signer l'initiative. Tout d'abord, il faut affronter ça.
Je crois que nous pouvons connecter ceci de façon intéressante, tout ce qu'on vient de dire. Les gouvernements nous disent qu'est-ce qu'on va faire au lieu de payer les dettes au nord global. Peut-être la seule façon dont nous pouvons renforcer le manque de la dette de ce que le nord global doit nous offrir, c'est ce qu'on va faire avec l'argent. Sinon, on serait en train de bloquer la crédibilité de la dépense publique. Deuxièmement, on parle des subventions. Les plus grandes subventions dans ce type d'industrie viennent des banques, c'est-à-dire du marché. L'un des acteurs les plus importants que nous avons dans les marchés globaux concerne les fonds. Ironiquement parlant, le secteur public a des fonds de pension. Ce sont quelques-uns des acteurs globaux dans le marché qui investissent très fréquemment dans des carburants fossiles. Il y a une grande contradiction à ce propos, parce que s'il n'y a pas ce type d'investissement, alors on ne pourra pas le faire avec des personnes qui investissent et ont une pension. On ne pourra pas faire ça parce que ce ne sera pas légal, ils ne pourront pas choisir. Alors ce serait quelque chose plein de contradictions. Être capable d'investir dans ce type d'industrie. C'est extrêmement important de pouvoir suggérer que oui, que c'est ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on va faire par le Nord global? Il faut changer comment on utilise la pension publique, comment on gère les différentes industries. Ceci a beaucoup de pouvoir et aura un impact encore plus grand dans la trace de carbone. Plus que d'autres choses, ce sont des mouvements massifs pour parler de ce caractère international. Et ici, dans le domaine de l'éducation internationale, ça nous fait penser à ce qu'il y a une opportunité réelle pour qu'on organise et on puisse mobiliser, échanger tout objectif. On n'aura rien à voir avec l'investissement dans les carburants renouvelables. Ce serait très intéressant de voir si nous changeons vraiment tout le reste avec le fonds de pension dans le marché qui fait des choses évidemment et malheureusement qui ne sont pas bonnes. Il ne s'agit pas d'avoir les plus grands fonds de pension capitalisés. Probablement, on pourra parler de différents trillions qu'on peut arriver à avoir. Évidemment, c'est un bon commentaire. Biggest single pension funds, any Dutch C'est un développement très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Allemagne ou hollandais? Oui. L'un des plus grands fonds d'investissement pour le secteur des travailleurs s'appelle IDP de Pays-Bas, qui a 500 millions d'actifs. La dynamique des pensions est qu'ils investissent avec plus de retours. Pendant des années, les carburants fossiles ont eu un bénéfice excellent et aujourd'hui, il y a un retour phénoménal pour les personnes retraitées. Si nous avons un problème, par exemple, avec les entreprises avec lesquelles vous investissez, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle engagement de l'actionnaire. Et comme actionnaire, on doit chercher comment s'adresser à l'entreprise pour pouvoir modifier les comportements. Les syndicats cherchent toujours la modification du comportement qui sont en rapport avec les droits. Les sujets du fonds de pension, on peut parler des entreprises et des combustibles fossiles. Par rapport à ce que je viens de dire, mais sans résoudre les problèmes précédents, le verre est précieux, mais le verre n'est pas valable pour tout. Nous le savons déjà. Il y a 6 mois, 8 mois, plus ou moins,
Je ne suis pas complètement sûre. Les fonds de pension étaient là et on essaye de voir quoi faire. Les suggestions que nous avons tous ne sont pas une innovation, mais il s'agit de penser le niveau d'impact environnemental que nous allons avoir pays par pays, par tous les moyens. Nous devrions avoir ce type d'indicateurs, mais malheureusement, il n'existe pas. Il n'y a pas de fonds de pension nulle part dans le monde qui ne travaille pas avec l'argent des autres. L'autre chose que nous pouvons voir est une question d'image. Combien de fois, moi, je suis allée dans mes banques, la réunion générale, et j'ai dit que qu'est-ce qui se passe avec les combustibles fossiles? C'est quelque chose que nous pouvons faire au niveau individuel, mais nous devrions aussi voir la préparation de la liste des banques plus importantes, qui sont ceux qui investissent le plus. Et avec les IMD et IMT, nous pouvons voir des fonds publics que nous pouvons utiliser pour créer un engagement et pouvoir essayer donc de gérer cet engagement. Selon les pays, bien sûr. Nous pouvons prendre cet engagement maintenant. Nous avons déjà commencé, mais nous devons prendre cet engagement au niveau collectif pour observer les systèmes bancaires au niveau indépendant individuel et même au niveau d'engagement des organisations des banques, parce que les banques vont toujours avoir des économies. Nous pouvons tous en avoir, mais au niveau collectif. Si on essaye d'unir cette information, ce que nous allons essayer de voir d'une façon consciente, parce que ces groupes travaillent aussi à travailler pendant quelques années, et il s'agit de voir comment créer une plateforme avec tout ce que nous avons avec un espace sûr de travail, où toutes les organisations soient d'accord avec ce qu'on est en train de faire, qu'on puisse se réunir pour créer un site web, que nous l'avons déjà presque prête. Les bénéfices de gens s'appellent organisation. Et nous voudrions inviter les membres en espace et voir ce que nous avons besoin aussi. C'est un autre outil que l'on va faire venir à nos conclusions. Pour 400 ou 500 organisations et membres qui ont été connectés. Je peux m'engager à ça en représentation de qui s'engage. Bon, on va le faire alors. Bon, je sais que nous sommes fatigués. Il y a une fête après. Si on arrive à notre séance de El Fundador qui est à 5h30 ou 6h, je ne sais pas. Oui, de 5h30 à 6h30, nous avons la clôture dans la salle de l'hôtel Fundador. Et dans cette séance-là, on va parler de la déclaration, comment on a avancé, comment pouvons-nous nous rassembler de façon collective, comment on peut faire ça. À 17h30, alors on va se rencontrer à l'hôtel Fundador. Et puis nous allons au cocktail qui est à 10 pâtés de maison vers l'est. J'ai envoyé un message, vous pouvez demander, ou vous pourrez réenvoyer ce message si vous voulez. Nous avons les cartes de Google, on peut trouver facilement. Alors à 17h30, à l'hôtel Fundador, ce sera la séance centrale à la salle Gobernador, deuxième étage du deuxième bâtiment. Et à 6h30, on commence à se déplacer de l'hôtel Fundador vers le cocktail final, la réception finale.
Et dans cet espace, on aura un peu de nourriture. Pas de panel. On a eu plusieurs journées de réunion. Si quelqu'un veut dire quelque chose pour terminer la journée, sinon on fait la clôture maintenant pour pouvoir arriver à temps. On a une fête de 2 heures. Après ça, on sera créatif, certainement. Si nous avons le temps pour plus de commentaires, mais je crois que avec l'aide de quelques personnes qui ont pris note, je pense que je peux avoir un rapport des directrices pour pouvoir avancer grâce à toute cette journée de travail et continuer à avancer. Qui peut m'aider? On donne la parole à la personne avec le micro, s'il vous plaît. Oui, ce qu'on n'a pas commenté. C'est les partis verts. Les partis verts qui existent dans beaucoup de pays du Nord. Ils sont des alliés, ils ne le sont pas, ils sont quoi? Nous sommes d'accord pour dire que c'est le capitalisme le responsable des changements climatiques et pas l'être humain. C'est très clair que notre route sera la confrontation et que ce sera très clair à partir de tout ce que nous disons. Nous parlons de la confrontation et nous devons comprendre que sans confrontation, il n'y aura pas de changement. On ne pourra rien faire. Pour moi, le gradualisme, une fois arrivé à ce point où demain est aujourd'hui, le gradualisme, c'est le manque d'action avec une résistance et on n'aura rien du tout si on veut avoir nos enfants vivants. Il s'agit de ce qui a manqué dans la discussion. C'est la logique, parce que nous, en tant qu'activistes, on a dû organiser pour pouvoir mener à bien toutes les transformations. On a répété à plusieurs reprises tout ceci dans la journée avec des détails excessifs. Les points sont extrêmement clairs. On a beaucoup fait pour pouvoir prédire l'intervention que nous avons pendant toutes ces journées pour créer le futur avec nos interventions. C'est notre responsabilité. Bon, j'invite s'il y a quelqu'un qui veut donner un avis. Mais si vous observez comment fonctionnent les Nations Unies, ça n'a pas de sens. Comment nous, avec le positionnement pro-santé, pro-vie, etc., dans d'autres mots, comment présenter ça dans l'Assemblée internationale? C'est un défi pour nous. Le président, à un moment donné, arrive et dit « on vote, on ne vote pas ». Nous avons ce type de génération pour les ordres que nous pouvons recevoir de la part des capitaux, c'est-à-dire en faveur de ce qui a été dit. Avec la déclaration finale, que n'importe quelle idée, nous allons débattre simplement pour arriver à décider d'une façon importante et pouvoir donc faire face à nos représentants. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Une opinion? Une perception? Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je demande la permission à mes grands-parents pour présenter la parole et j'espère que les cœurs des êtres et les grands-parents à eux puissent écouter avec leur cœur. Une chose qui nous réunit aujourd'hui, à nous tous, est cette sensation de désespoir.
ces commotions cherchaient des solutions. Et on a donc l'apparition de communautés. On voit la présence de nos frères de l'Afrique, de l'Amérique latine, des frères et sœurs de l'Europe, et des personnes qui parlent de ce qui est mondial. Il y a des termes ici que j'ai appris pendant ces 4 jours qu'avant je ne connaissais pas du tout. Mais c'est tristement clair que si le modèle continue, il est absolument impossible de survivre en tant que race humaine. Qu'est-ce que nous sommes disponibles à abandonner? Ce confort que nous a donné le capitalisme pendant le XXe siècle? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est disponible à abandonner tout ceci. Je ne sais pas si on veut continuer avec des solutions pour continuer avec ce même système pervers et assassin. C'est un système assassin qui commet ce que nous, à partir du moment des femmes indigènes, s'appelle parricide ou terricide. C'est impossible. Il y a des grands-parents de l'Amazonie, il y a des grands-pères, des grands-mères de la nation de Abajo, il y a des grands-pères, des grands-mères de certaines communautés, des peuples et des nations qui connaissent ce qu'on appelle les plantes sacrées. Les plantes sacrées, elles ont toutes des plantes sacrées, mais il y a quelques plantes sacrées que dans le monde occidental, on les appelle psychoactives. Mais il s'agit des plantes qu'il y a d'une centaine de milliers d'années qui sont là. Les grands-parents de l'Amazonie utilisent ces plantes depuis des siècles. Et ça fait quelques années, ces plantes ont commencé à voyager. Les personnes ont commencé à voyager pour se rencontrer avec ces plantes. Et il y a des choses qui sont arrivées. Apparemment, ça pourrait être un conte de fées, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ces plantes ont aidé à plusieurs personnes à trouver le chemin de la vie. Et il y a plusieurs personnes qui faisaient des mauvaises choses, vraiment des très mauvaises choses. Et avec ces plantes, ils ont appris vers où y aller. Ils ont fait des travaux pour compenser, pour réparer. Si c'est possible, moi je ne crois pas aux réparations. La mort, on ne peut pas donc la ramener dans la vie. La mort est la mort. Mais peut-être tous les activistes, vous tous, vous devriez trouver ces plantes parce que peut-être ça serait un chemin pour savoir quoi faire. Parce qu'avec ce système, c'est impossible. Mais si vous vous animez à le laisser de côté, à renoncer et à laisser des choses et à vivre pendant la journée et pas pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais il faut prendre la décision. Et je crois que la nature, dans la nature se trouve la solution à tout. La mère terre nous donne la vie, nous donne les médecines. Et ces médecines sont arrivées et ils ont voyagé. Avant, on ne voyageait pas. Il y a 20 ans à peu près qu'ils voyagent justement pour essayer d'aider dans toutes ces choses, qui nous attrapent.
Parce que autrement, ce sens de désespoir, ce manque d'espoir est terrible. Surtout pour les personnes qui ont déjà un certain âge, nous avons l'obligation de laisser à nos petits-enfants un monde meilleur. Mais cependant, nous partons avec un pire des mondes. Bonjour, je suis Joseph. Je viens de l'Observatoire de la dette de la mondialisation ODG. Je suis arrivé un peu en retard, mais c'est pour ça que je demande des excuses tout d'abord, mais je comprends que c'est un atelier de justice climatique. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu parler de la justice mondiale, que pour nous, c'est quelque chose qui est complètement lié, la justice climatique avec la justice mondiale. Dans le sens qu'il y a un mot qui fait très peur au nord global, qui est la décroissance. La collègue a dit que nous devons arrêter la croissance pour respecter les limites de la planète. Mais je crois qu'il y a une partie de justice mondiale que nous devons prendre en compte à partir du Nord. Et comme a dit donc la collègue, la réparation n'est pas toujours facile, mais nous devons l'avoir dans l'esprit, que tous les impacts que nous avons créés dans le Nord, cette fois-ci, avec cette justice climatique, nous devons les prendre en compte. Moi, je viens du domaine de l'énergie et pour moi, la transition énergétique, c'est justement une opportunité pour le faire, dans le sens de laisser, donc de présenter un extractivisme vers un colonialisme vers le sud de la part du Nord et vraiment voir quelles sont les utilisations énergétiques nécessaires socialement pour pouvoir appuyer la vie, pour pouvoir la reproduire au Nord et pas simplement dans les sommets comme la COP qui a résolu rien du tout, parce que justement les pays du Nord ne veulent à rien renoncer et veulent adoctriner les pays du Sud pour voir comment il faut faire les choses. Et je crois que c'est important de faire cette réflexion, surtout à partir des pays du Nord, et ne pas mettre donc la pression sur les pays du Sud. Merci beaucoup. Quelque chose qu'on pourrait aussi commenter, c'est les manifestations mondiales et comment tout ça est considéré. Nous avons vu beaucoup de répression, beaucoup de violences contre les jeunes. Et le voir manifester dans la rue, on les traite de façon despective. Qu'est-ce qui se passe avec les grèves? La crise mondiale va continuer à avancer. Et même si ça augmente, on peut promouvoir l'activisme. En Europe, nous avons vu il y a peu de temps des activistes jeunes qui veulent changer cette surface qui soit protégée par une base raisonnable. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes politiques qui prennent des différents récits? Ce sont des terroristes, des ennemis de l'État. De qui il s'agit? Il s'agit de parler donc de quelque chose de plus important, quelque chose qui puisse avoir un rapport avec les droits à la manifestation, avoir ce type d'activisme, nous assurer que ces manifestations ne sont pas reformulées et pour ne pas les laisser de côté d'un jour à l'autre. Pas simplement, ton commentaire, c'est assez triste pour avoir cette perspective aussi réelle. Je vais essayer maintenant de présenter quelques sujets. Sans trop tarder. Clairement, les communautés sont des acteurs clés pour développer des informations et sont capables de lever aussi la conscience. Ils nous créent cette conscience. J'ai été partie de ça. Maintenant, je suis complètement connectée avec eux. Mais ils ne m'ont pas prêté beaucoup d'attention. Le MP6 fait la même chose. On s'envoie toujours des messages. Je crois qu'on a besoin de partager les messages, de partager les endroits où l'on puisse voir quels sont les messages qui préoccupent, pour voir comment on peut arriver à partager beaucoup de choses.
Au Pérou, l'Union des FENDAP, par exemple, a mis du matériel de façon constante sur les différentes problématiques de la privatisation. Pourquoi quelqu'un dans une communauté pourrait se préoccuper de la privatisation de l'eau? Ce n'est pas quelque chose d'inhérent. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse laisser de côté, tout simplement. Dans beaucoup d'instances, ils font vraiment un super travail. Alors il s'agit de travailler ou d'essayer de traiter la reformulation parce que notre futur est public. On peut ajouter des choses, on peut les étiqueter pour les trouver parce que très souvent, on les trouve et on peut les prendre comme base. Alors, on peut informer à ce propos. Nous nous sentons capables de le faire. Emilia, bon, nous sommes déjà en contact. Emilia, merci pour ça. J'espère que tu vas m'envoyer l'information. Qu'est-ce que ça veut dire à niveau international? Je comprends que Anglo a mis aussi ce PPT international. Je crois que l'idée est très intéressante. Et j'espère que tu as fait beaucoup de contacts ici au Chili, surtout vis-à-vis de l'industrie du lithium et des politiques publiques qu'on peut avoir à ce propos. Que se passe-t-il avec le boycott? Que se passe-t-il avec d'autres aspects? Je ne crois pas que ton rapport sera de 2 pages. Je pense que ce sera plus. Essaie de me promettre que ce sera une seule page. L'idée, c'est que ça vaut la peine de l'examiner. Qu'on puisse le considérer avec les différentes implications où il y a une communauté, où il y a une paralysation de l'économie, que ce ne soit pas seulement l'INS qui le fasse. Je crois que l'exploration et la connexion du mouvement Jubilee vaut beaucoup la peine parce que c'est plein d'expériences en termes de boycott commercial. Je suggérerais de faire un boycott à Coca-Cola. Coca-Cola produit quelque chose de bon pour quelqu'un? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi on n'arrête pas d'acheter ceci? Il y a différentes addictions en dehors de la caféine. Il y a les boycotts corporatifs. Ce sont des boycotts, plusieurs boycotts qui constituent un outil, il faut les considérer. Une question, la définition de ce qui est public. Ce qui est public, ce n'est pas gouvernement. Nous sommes publics. Alors comment on prend ce message? Le problème, c'est qu'on est devenu quelque chose de trop distant de nos gouvernements. Parce qu'on a 2 ou 3 travails où on est trop occupé ou parce que nos cerveaux, en quelque sorte, se sont distraits en défendant trop de choses. Comment alors on peut se reformuler? C'est un thème que je n'ai pas entendu ici, mais je réfléchissais un peu par rapport à ça. Il s'agit de voir où est-ce qu'on peut le faire. Où nous vivons. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous engager. C'est beaucoup plus facile, certainement, au niveau international. Comment on peut arriver à faire les choses? Combien d'activistes peuvent se compromettre pour faire ce qui est correct? Ça ne veut pas dire... Ce que je veux dire par là, c'est où la notion du public devient plus réelle pour chacun d'entre nous. Quand on veut un service, personne ne veut voler la capitale. Ils veulent que ce service public soit dans l'endroit où nous vivons, de façon urgente et quotidienne. Alors il faut considérer ceci comme un mouvement avec toutes les structures communautaires. Je suspecte que l'influence comparative est plus axée sur l'aspect national, les ministres des impôts, etc.
et des subventions ou législations développées pour pouvoir avoir moins d'interférences dans les villes, dans les diligences. Toutes les questions alors des gouvernements par rapport à ça, qu'est-ce que ça, d'où ça vient? Probablement ça surgit parce qu'il y a un vide à ce niveau-là. Alors comment on peut s'organiser? Comment nous allons faire que les gouvernements défendent tout ceci? La notion du service public et de levier de propulsion pour le droit social est essentielle parce que le marché ne va pas nous résoudre tout cela. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut l'activer à partir d'un point de vue climatique concernant la démocratisation. Je pense que c'est quelque chose de très solide. Les subventions de carburants fossiles. Les subventions, ça peut être un thème préoccupant, complexe. Alors, il faut chercher une victime. Nous devons voir les subventions, oui, de combustibles fossiles. Il faut s'approcher à ça et l'observer de très près. On ne veut pas changer ces subventions pour des grains. Ce n'est pas parce qu'on est addict aux combustibles fossiles, non. Nous sommes d'accord pour dire que nous devons nous éloigner de tout cela. Mais je crois que nous sommes d'accord avec les fonds de pension que nous avons à ce propos. Mais nous pouvons avancer. Et ça veut dire aussi que si nos fonds de pension donnent un capital facile, le coût de capital va augmenter aussi. Alors il y aura moins d'exploration. C'est clair que nous pouvons nous communiquer de façon automatique face à ce type d'impôts. Nous basons sur les traités des couches de l'énergie qui permettent aux entreprises de se plaindre face au gouvernement s'ils utilisent moins de carburant. Mais tout ceci, c'est à travers et grâce au système commercial qui est bilatéral, multilatéral, global. Et qu'est-ce qui me manque? Je suis sûre qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que j'oublie quelque chose, mais peut-être quelqu'un a pris plus de notes que moi. Le rôle de législateur peut être ajouté et voir quel est le rôle que nous pouvons représenter au niveau des mouvements sociaux. Essayer d'obtenir les bénéfices qui ont les différentes corporations grâce à la guerre en Europe pour taxer une partie des bénéfices. Quelque chose que pas simplement les mouvements sociaux demandent ou exigent. Le président Biden a commencé déjà à prononcer dans ses discours que ces corporations et les installations pharmaceutiques ont obtenu des bénéfices énormes qui vont au-delà de n'importe quelle base. Pas simplement, c'est une lutte que nous devons représenter en termes de changement climatique, pas seulement pour ceci, mais pour beaucoup d'autres choses. Voilà. Le sujet des subventions corporatives, je le connais bien. Il s'agit d'identifier les corporations. Nous avons quelque chose là-dessus pour trouver qui sont et comment faire quelque chose là-dessus. Tous ces sujets sont vraiment fondamentaux. Nous devons mieux comprendre les corporations. Là, nous avons une spécialisation des organisations qui essayent donc tous ces sujets. Un des alliés en Europe, l'Observatoire coopératif, les ODG, ont fait quelque chose là-dessus. Là, il y a beaucoup de travail qui a été fait et il faut voir comment
l'utiliser? Comment nous faisons que d'autres soient conscients de cette situation au niveau local? Nous pouvons dire qu'effectivement, oui, nous savons les différents progrès. En Internet, nous avons des algorithmes de différentes machines. Les machines sont de plus en plus, mais ça sera toujours une barrière. Et chacun d'entre nous travaille à ce qui a été déjà traduit. Nous avons 50 centimes par mot. Nous avons besoin d'avancer, de réduire des concepts dans de différentes langues pour continuer à avancer. Rodrigo, tu as un micro, n'est-ce pas? Oui, c'est quelque chose que Claude a mentionné auparavant, mais ce que nous avons déjà dit. Lorsqu'on parle des partis verts, nous essayons toujours de parler de la politique verte. Comment nous pouvons donc unir les services et travailler avec. Et tout ça peut faire partie de la transition verte. Je crois que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec les différents partis. Les partis qui sont décrits comme une composante importante. Nous avons vu que ça peut être très positif. Nous pourrions essayer de voir ce que nous allons inclure dans la déclaration. Bon, ok, beaucoup de chance pour avoir cette information. J'espère que ça va être 2 pages simplement. Voilà, je viens de voir qu'on me passe 4 pages de points à débattre. Ici, les partis verts sont alliés des services publics. La réponse est que pas d'une façon automatique. Il y a plusieurs partis verts qui continuent à chercher des solutions de marché. Parce que le marché est aussi endémique, aussi systémique que nous ne pouvons pas assumer que ces partis verts soient des alliés naturels. Et justement, nous allons avoir quelque chose de plus qu'au niveau politique. Voilà. Un micro. Il y a un micro dans la salle? Non? Personne d'autre? Bon, autre. Sinon, je crois que j'ai rien oublié. Je suis de Madrid, représentant d'un syndicat du métro de Madrid. Nous sommes des défenseurs du public. Quelles sont les façons de lutter? J'écoute comment arriver au gouvernement. Au gouvernement, on arrive en mettant les gens dans la rue, en exigeant les choses dans la rue et en luttant pour ce qui est public, en luttant pour ce qui est le transport public et dans les grandes villes pour éliminer la voiture privée. Tout est fait par la lutte et je voudrais appuyer les collègues qui ont parlé de la croissance. Je crois que c'est important, ou on diminue la croissance ou on meurt. Et je crois quelque chose qui n'a pas été mentionné ici, l'alimentation. L'alimentation, à cause de l'élevage et le rapport avec les émissions de carbone dans l'atmosphère, c'est un sujet important. Et moi, je n'ai pas participé dans toutes les journées, mais je n'ai rien entendu dire sur ces rapports. Emilia? Simplement mentionner une expérience que nous avons eue parce que nous sommes responsables des budgets, nous développons une méthodologie de changement climatique. C'est une très bonne façon d'unir les services publics avec nos objectifs pour les politiques et les programmes ainsi que les cadres des normatifs. Nous avons été donc au Mexique. Le Mexique donc est énorme. Mais là, nous avons trouvé des défis parce que on forme tous les secteurs, mais particulièrement, nous avons mis l'accent avec les ministres de l'Environnement et de l'égalité des genres. Et on pensait qu'on devait former les ministres de l'Environnement et les ministères aussi de notre secteur de l'environnement. On pensait qu'on devait former les deux sur le changement climatique parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils avaient un mandat spécifique, mais ils ne savaient pas quoi faire avec les mandats locaux. Ils ne pouvaient pas distinguer ce qui était la pollution et le changement climatique, voir ce qu'ils pouvaient faire avec des mitigations, les adaptations, etc. En termes de genre, ils ont travaillé des différents sujets avec une charge qui a été ajoutée.
mais nous savons tout ce qui concerne les changements climatiques et les politiques fiscales. Voilà. Et ça a été très dur, très très dur. Et nous avons pu gérer à la fin l'intervention avec les programmes de l'État des différents milieux pour avoir le droit de l'homme, des égalités et des programmes aussi, la qualité du genre aussi. Nous avons parlé du programme. Lorsqu'on parle de la partie budget, on a commencé à parler de la partie budgétaire, la COVID est arrivée. Tout a été installé parce que normalement, ça a été très difficile de continuer avec ce travail parce qu'il y a une nouvelle administration, mais nous travaillons avec les différentes organisations et nous avons une tâche bien spécifique et très importante parce que nous pouvons avoir un impact à la base. Alors, il y a des personnes qui ont des bénéfices, mais encore une fois, il s'agit de voir des bases super solides. La planification et les cadres normatifs, on essaye toujours d'inclure la partie normative. Nous travaillons avec la partie législative en pensant qu'il s'agit d'un très bon point à traiter avec les communautés pour essayer de traiter les services publics. Quand tu parles de traiter avec les États, tu veux dire quoi? Voir en échelle les différentes mairies qui travaillent là, mais nous pouvons le faire au niveau fédéral, même si c'est assez difficile. Clairement, je crois qu'il y a des différents potentiels et possibilités d'expérimentation. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que tu fais là derrière? Tu es à la fin de la salle et personne ne peut te voir. Au niveau sous-national, il y a plusieurs possibilités. Je voudrais suggérer quelque chose très rapidement. Je suis professeur de politique mondiale à l'Université de Suez et aussi je suis membre de plusieurs organisations. Alors, avant tout, ce que je voulais dire, c'est que pendant ces journées, on a beaucoup parlé de la solidarité internationale. Comment créer, générer la solidarité à travers différents mouvements, avec intersectionnalité, différents mouvements de justice, etc. Et je veux tout simplement, ou je me demande, pourquoi on peut penser aux différents défis de travail international et la solidarité dans un contexte où on voit le nationalisme et on voit les attentions géopolitiques. J'ai vu dans différents contextes qu'on nous montre la lutte en Inde avec des gestes en allant au-delà avec la solidarité concernant les communautés internationales avec différentes résistances au niveau de l'activisme local. Ce sont quelques réflexions pour savoir comment naviguer dans tout ceci. Merci. Je suis de la fondation Una Reserva. Je suis d'accord sur beaucoup de points que j'ai écoutés pendant toutes ces journées. Mais je crois que quand on parle de la responsabilité publique, il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné. Et c'est la souveraineté. Être souverain des services publics souvent nous fait parler du marketing quand on parle de la justice climatique. Nous devons pouvoir gagner à nouveau la capacité de pouvoir imposer de nouvelles mesures, de nouvelles formes de pouvoir lutter avec cette crise.
Je crois qu'il faut voir comment aborder les différents niveaux de villes, municipalités, etc. Mais si on n'a pas une vision sur les États démocratiques et tout ce que ceci signifie, on aura des études qui ne vont pas nous permettre d'incorporer les nécessités des communautés et les différentes expériences. Et aussi la possibilité de planifier ces politiques, celles dont nous avons besoin. En traitant les choses à une échelle différente parce qu'on ne sera pas capable d'inventer de nouveaux modèles. Alors je suis d'accord pour tout ce qui a été mentionné, pour pouvoir travailler à partir de propositions déjà émises. Je pense que la Colombie est un bon point de départ parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces propositions quand elles suivent la direction adéquate? On les discute, on fait la refondation, mais nous devons aller à ce qui existe vraiment sur la table. Et comment on peut développer cette vision? Merci. Je sais que c'est quelque chose qui est apparu beaucoup, on a déjà commenté, mais c'est très surprenant de voir combien de fonctionnaires publics vont faire le travail qu'ils planifient et vont chercher les nécessités de ce qu'ils vont faire. Ils ont tous été externalisés. Nous devons comprendre quelles sont les spécialités que nous nécessitons pour pouvoir nous connecter avec ces personnes. Bon, je crois que personne a la main levée. On peut terminer avec cette journée de travail. On a eu une bonne discussion. Je vais essayer de rédiger quelque chose qui rassemble un peu un rapport. Non, non. Oui, j'essaie de fermer la journée, mais je n'arrive pas. Bon, seulement une petite chose. Peut-être j'ai perdu une grande partie de cette conversation parce que j'étais dans une autre réunion. Mais je veux vous raconter une petite histoire. On vient de l'Espagne, c'est-à-dire toute personne qui vient de l'Espagne prend des vacances et va à Sénégal, par exemple, parce que nous avons des plages merveilleuses. On dépense l'argent là-bas. Alors, pourquoi nous et les jeunes qui venons de Sénégal, nous devons laisser tout cela, prendre un bateau et venir en Espagne et mettre en risque notre vie? Ça veut dire que quand on vient pour aller se réjouir dans mon pays, moi, je ne peux pas avoir accès à ça même si je vis là-bas. Ça nous montre alors comment cet effort est uni. Parce que moi, je suis pêcheur, je suis un homme qui habite dans une île. Même si le niveau de l'eau augmente, que se passe-t-il? C'est étant donné au changement climatique et en raison de ça, je suis en train de migrer en ce moment. Alors peut-être c'est le moment de considérer cette migration comme faisant partie de tout le reste aussi. Comment je peux impliquer cette thématique à tous ces faits? Quelle est la connexion qu'il y a entre ces faits? Comment le changement climatique peut créer aussi des problèmes d'accès? J'ai des migrants qui vivent dans l'île. On peut réfléchir à ça. Mais qu'est-ce que je plante? Parce que je vais vouloir que quelque chose naisse de ça. Alors on pourrait considérer ceci. Et aussi vis-à-vis des stratégies et réunions qu'on a eues, nos gouvernements ont cet engagement signé pour réduire la trace de carbone avec des plans d'adaptation, avec des communautés, etc. Mais quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une continuité de l'exploitation des ressources naturelles.
parce qu'ils le nécessitent pour des raisons de développement. Alors, comment on peut positionner ceci différemment? Comment nous pouvons réduire l'émission de carbone et exploiter l'huile, exploiter tout? C'est contradictoire. Comment nous pouvons, dans une agenda globale, comment nous pouvons faire que le gouvernement soit plus responsable, qu'il puisse protéger l'environnement, étant vert dans le processus ou à travers le développement qui ne prend pas d'engagement, parce que l'engagement technique, il faut dire qu'il y a des fonds et les fonds sont utilisés. Il faut penser aussi aux choses de façon plus holistique pour savoir comment créer un sens à partir de cette conversation. C'est ce que je voulais ajouter. Last call. Bon, avec ça, je fais le dernier appel. 1, 2. Nous sommes prêts. On ferme la journée. Merci beaucoup à nos interprètes. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux services technologiques, les personnes qui travaillent dans l'audio. Maintenant, ils doivent tous sortir de la salle. Ils ne vont pas à la fête, clairement. Ils doivent rester. Ils créent la fête. Merci à tout le monde alors. Merci à tous et à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été connectées. Mais il y a eu un vide parce qu'on n'a pas pu recevoir les commentaires de ces personnes. On aurait dû pouvoir interagir avec eux, suivre leurs commentaires. Je m'excuse s'il y a des personnes qui n'ont pas pu commenter. Sincèrement, ça a dû être frustrant. Merci beaucoup. À 5h30, on se voit. One page, huh?